travaux portent sur l'analyse textométrique de grands corpus homogènes, corpus d'œuvres, avec comme ligne de mire des rapports entre les méthodes calculatoires et statistiques et les concepts théoriques opérationnels de la sémantique, et notamment la sémantique interprétative. Elle est notamment connue pour ses travaux approfondis sur l'œuvre de Jean-Marie Gustave Leclésio et plus récemment sur les livrets d'opéra. Et voilà, Margarita, je te donne la parole. Merci. Donc, merci et bonjour à tout le monde. Donc, je suis un peu désolée de faire une apparition si rapide dans ce colloque. C'est parce que j'ai peu de temps et on a deux travaux scientifiques en même temps aujourd'hui. Okay. Mais je fais ce que je peux. Donc, je vous présente une communication que j'ai nommée l'interprétation en textométrie entre données statistiques, réflexion qualitative et ancrage culturel. Et je veux m'intéresser au traitement de co-occurrence. Vous m'entendez bien? Super. Oui, Et on ne sait jamais avec ces machines. Et donc, le traitement de co-occurrence et l'extraction automatique des réseaux co-occurrentiels, qui depuis longtemps, ce n'est pas une nouveauté, qui est depuis longtemps un de nos intérêts principaux dans notre discipline. Et puis, je voudrais aussi la mettre en relation, ce qui fait un peu appel à ce qu'a dit Damon tout à l'heure, entre la difficulté avec la corrélation sémantique et le traitement de co-occurrence, que je ne maîtrise pas complètement non plus, parce que c'est quelque chose qui est pour l'interprétation très sensible, hein, en fait. Et surtout quand on travaille avec des corpus d'un lycée littéraire, qui sont souvent plus sensibles à l'isotopie, aussi à la chaîne sémantique qui en suit. Et donc, l'isotopie sémantique, quand on l'extrait par l'étude de co-occurrence, l'avantage, c'est que ça donne une certaine, je mets bien une certaine objectivation par rapport aux études traditionnelles qu'on voit en littérature. Quand on sort des chaînes sémantiques un peu faites à la main, très subjectifs, qui ne collent pas forcément aux œuvres et aux auteurs surtout. Donc, moi, je voudrais vous présenter cette petite communication modeste qui est donc l'idée aussi, c'est de me pencher plus vers l'interprétation et la qualitative que, à mon habitude, la statistique. Voilà. Et donc, j'ai ressorti quelques corpus littéraires que j'ai dans ma possession et j'ai ressorti justement le Clésio. J'ai ressorti Gracq, j'ai ressorti Sangor et Strindberg. Pourquoi ces corpus? Parce qu'ils sont tellement différents. Ils sont tellement différents et en même temps, ils se ressemblent en quelque sorte. Ce sont des auteurs qui sont très près de certains thèmes qui les ressemblent. Ils sont très proches de la nature. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve en commun. En même temps, ce n'est pas tout à fait la même époque, ce n'est pas tout à fait le même pays. Et justement, je voulais quelque chose de très contrasté. Entre Sangor, Sénégal, et Strindberg à Stockholm, il y a toute l'Europe. Et encore beaucoup plus que ça. Donc, mon corpus, le Clésio, que j'ai sorti pour l'occasion, il contient 31 ouvrages. Et pourquoi je l'ai sorti? Parce que je l'ai sorti parce qu'il contient des genres différents. Parce que je me suis dit que peut-être aussi, on ne peut pas parler de ces corrélations sémantiques sans prendre en compte les genres de discours. Et là, dans la littérature, il y en a quand même pas mal. Il y a déjà le roman, il y a les récits poétiques, on y trouve des essais littéraires, des ouvrages ici chez le Clésio ethnologiques, anthropologiques, des livres pour enfants et jeunesse. Et on a aussi une partie nouveau roman de corpus.
parce que je l'ai mis à part, parce que le nouveau roman est, est très différent comme écriture que le roman traditionnel. Voilà, donc on a ces différents textes qui font à peu près 4 millions de mots ensemble. Donc c'est un corpus relativement restreint avec les mesures d'aujourd'hui. Donc on va y trouver des livres qui ont été très connus comme Onitsha, Mondo, Le chercheur d'or, etc. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus. Et ce n'est pas toujours très connu que Jean-Marie Le Clézio est également anthropologue et ethnologue. Et on voit, si on regarde la distance lexicale, donc là j'ai utilisé le logiciel Hyperbase, comme d'amont, j'imagine. Et puis, donc j'ai regardé la distance lexicale donc, qui mesure, et là c'est la méthode de Jacquard, donc qui dit de chaque mot dans tout le corpus, quels mots qui sont présents ou absents dans chaque livre. Et donc là, on voit, qu'est-ce qu'on voit à partir de cet arbre, on voit que les genres, c'est-à-dire qu'on va trouver les mêmes thèmes dans les différents genres. C'est-à-dire qu'on voit à gauche, tout en haut, c'est l'anthropologie. Donc on trouve par rapport au genre un vocabulaire qui est particulier. On va trouver des romans à part. On va trouver le nouveau roman qui est très différent à part. Et on va trouver aussi la poésie à part. Donc, ce qu'on peut voir toujours, et ça, on le voit assez souvent, et ça nous donne quand même une idée de thématiques, pas forcément de concurrence, mais de thématiques qui sont présentes dans ce corpus. J'ai aussi regardé chez Julien Gracq, qui est aussi, il n'y a pas tous ses livres, mais c'est quelqu'un aussi, un écrivain qui a beaucoup écrit et qui a des thématiques assez différentes par rapport à l'Ecclésia. Si on les compare, on va trouver, avec majuscule, on a les ouvrages de Gracq à droite et les images de l'Ecclésia à gauche. Donc, on va quand même trouver toujours une différence. Les ouvrages ne se mêlent pas selon les genres, ce qui est assez rare, mais c'est le cas ici, sauf avec un ouvrage, Le rêve mexicain, qui est un ouvrage d'anthropologie, mais on va trouver quand même, ça nous donne une idée quand même de la différence de l'emploi du vocabulaire. Donc là, c'est l'analyse factorielle du vocabulaire. J'ai aussi regardé Léopold Sédar Senghor, donc un autre univers, mais qui a en commun avec les deux autres de partager ces thèmes qui sont très hauts dans les listes de spécificité lexicale et de listes de vocabulaire en général, les mots de la nature. Et là, on voit Léopold Sédar Senghor en robe d'académicien. Donc, les livres que j'ai de mon corpus Senghor, là, c'est une partie seulement. Donc, j'ai presque tout Senghor. Et Senghor, tout comme Le Clézio, écrit dans des genres différents. Il a écrit des poèmes. Il a écrit des livres pour enfants. Il a écrit aussi des essais. Et les essais, on trouve... et il y a les Liberté 1, Liberté 2, Liberté 3. C'est peut-être les livres pour lesquels il est le plus connu, Léopold Senghor. Si on regarde le corpus, on voit que ça commence en 1948 et ça finit en 1992 avec Liberté 5. Donc ces livres, je les ai aussi donnés à Hyperbase qui les a traités et que j'ai essayé d'analyser. Et qu'est-ce que j'en trouve? Les mots très révélateurs de Senghor, ça ne va pas vous surprendre, sûrement pas. On trouve en premier lieu Afrique. On va trouver homme, civilisation, négritude, monde,
pays étant. Ce sont les mots qui sont les plus fréquents chez lui. Et si on compare avec une base de référence telle que Frontex, c'est à peu près la même chose qui sort. Parce qu'il n'y a pas tellement... C'est aussi la question de la composition de grands corpus de référence français est toujours d'actualité. Parce qu'on trouve quand même beaucoup d'auteurs franco-français, pas forcément de langue française, d'Afrique par exemple, ou de Maghreb. Et ces mots vont sortir comme très révélateurs. Et on se dit, mais il y a quand même une différence. Et je fais la même chose, j'ai pris la distance lexicale et je vais trouver donc, une différence nette de lexique employé dans la poésie et dans les essais. Donc là, c'est vraiment ce qui me sort presque à chaque fois, c'est le genre. Dans n'importe quel corpus que je travaille, c'est vraiment ça qui sort le plus. Alors, je suis allée voir à l'intérieur et je regarde la Liberté 4. Donc là, on voit l'homme politique avec son vocabulaire. Donc, on a le plan, le développement, les milliards, la production, le gouvernement, l'État économique, public, investissement. Ça donne quand même une bonne idée sans pour autant vouloir dire que ça, c'est forcément les isotopies sémantiques, mais ça nous donne une idée de quoi on parle. Et on voit à droite, on voit donc avec le petit moins les spécificités négatives, ce qu'on ne trouve pas. Et là, c'est une analyse endogène. Hein. Donc, on va trouver poésie, négritude, nègre, monton, négro, poète, etc., noir, Dieu, ce qu'on trouve dans la poésie. Ça, je peux vous montrer encore. Alors, si on regarde le premier livre de Liberté que Senghor a écrit en 1964, il parle, le mot qui est le plus spécifique, c'est le mot humanisme. Ça laisse à penser quand même. Et en sachant que le Sénégal a été indépendant en 1960, donc c'est juste 4 ans après l'indépendance. Et c'est aussi la période de César. Et donc, toute cette mode, si je peux dire, de la négritude, de l'expression sur la négritude. Donc, on va trouver quand même un vocabulaire qui est très, très différent. Et on va être en miroir avec ce que j'avais tout à l'heure. Le plan, le développement, l'État, etc., n'y est pas. Et puis, puisqu'on parle de culture, la Liberté 5 s'intéresse aux cultures. Et c'est le dernier livre de Léopold Senghor où il s'intéresse vraiment à la culture et les spécificités lexicales le prouvent bien. Donc, on va trouver les cultures, le dialogue, la philosophie, les Grecs, les langues, métissage. Não tem a tradução, Sandra, para português, não? Aí eu não vi ninguém interpretando, ou é outra tela que a gente vê a interpretação? Et il y a quelqu'un qui parle portugais, je ne comprends pas. Et donc, on va trouver comment cette étude de spécificité lexicale d'une œuvre littéraire nous donne quand même des idées assez précises sur le vocabulaire. Et parfois, on pourrait les sentir quand on les lit, on l'espère. Hein. Mais ça souligne quand même l'importance d'une étude dans les œuvres littéraires un peu plus, on ne peut pas dire qu'il soit objectif, mais peut-être avec une objectivation un peu plus importante. Et j'ai également August Strindberg, donc auteur scandinave, suédois, qui a écrit beaucoup de choses. Donc là, j'ai juste fait un petit extrait du corpus qui est grand. Tous ces 3 écrivains sont des grands travailleurs qui ont beaucoup publié. Et donc, mon corpus Strindberg, il est en suédois. Donc, je ne peux pas ça ne sert à rien de vous le faire voir parce que vous ne comprendrez pas, je pense. Mais j'ai quand même voulu avoir quelqu'un, vraiment comparer les mêmes
chaînes sémantiques des personnes très différentes. Alors, qu'est-ce que je trouve dans ce corpus? Si je commence, je reviens aux co-occurrences, donc je peux sauter, et j'ai pris un mot qui est très important dans tous ces trois corpus, c'est le mot soleil. Très fréquent, donc le soleil chez le Clésio. On va trouver un soleil qui est co-occurrent avec lumière, ciel, brûle, brûler, brille, brûlure, couchant, briller, chaleur, rayon, coucher, zénith, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve chez le Clésio? C'est l'auteur qui a voyagé partout dans le monde, et notamment, il y a une grande partie de ces ouvrages qui ont lieu, enfin les scénarios ont lieu en Afrique, et notamment dans le Sahara. Donc, on a un vocabulaire qui est quand même teinté par cette forme d'exotisme, on pourrait presque dire. Et je continue, donc je montre encore autrement dit, ça c'est une petite fantaisie d'hyperbase, donc avec le soleil, la lumière, le ciel qui brûle, qui brûlait. Alors, si je le compare avec les autres, je vais le comparer avec Gracq et Strindberg. Qu'est-ce qu'ils sont avec le soleil? C'est pas du tout, il ne brûle pas le soleil en Europe, encore moins en Scandinavie. Donc, on va trouver la douceur, le printemps, la chaleur, la beauté, l'oiseau, le nuage. Et j'ai Gracq. C'est Gracq, et quand on parle de soleil, on parle aussi de forêt. Mais pas chez Strindberg, c'est la mer. C'est un écrivain qui vient de la côte de Stockholm. Donc, on va trouver des chaînes très différentes des mots qui sont donc sortis comme de co-occurrences autour d'un pôle, mais qui sont aussi très porteurs de sens pour l'interprétation d'un texte, je pense. Et comme la mer était important chez Strindberg, on va voir chez le Clésio, c'est un des mots aussi le plus important, c'est le mot plein, le plus important de corpus le Clésio, c'est la mer. Donc, on va trouver des co-occurrents, vous voyez, donc, qui sont mesurés à la façon d'hyperbasse avec des séquelles de I. On trouve la mer, le vent, les vagues, le ciel, les oiseaux, l'écume, l'horizon, le bruit, les récifs, les rochers, le soleil. Donc, c'est une belle image à partir d'un texte. À partir d'un texte. Et donc, on va vraiment sentir à partir de là. J'ai pris les co-occurrents les plus saillantes et j'ai voulu voir dans le corpus le Clésio l'évolution de ce thème. Donc, je l'appelle plutôt un thème parce que je ne peux pas dire que ce soit réellement une isotopie pleinement dit. Et donc, je peux voir comment ce thème évolue. Donc, les mots qui sont les co-occurrents, c'est l'ensemble des mots co-occurrents de ce pôle qui est mer. Donc, la mer, on voit que c'est très différemment distribué à travers le corpus, qui est chronologique. On voit, par exemple, au début, lorsqu'il écrit dans le style école nouveau roman, il va être très déficitaire. Et on le voit dans le roman. Et puis, on va voir les bâtons bleus là, à la fin. Ce sont un autre genre. C'est le genre d'anthropologie, ethnologie, essai intellectuel, qui ne font pas appel de la même manière de ce thème de la mer. Donc, on va voir encore une fois la différence la plus importante, c'est le genre. Et si je fais la même chose, donc si je reviens, donc là c'était les co-occurrences du mot mer chez le Clésio, je vais aller chez Strindberg. Donc là je fais traduction maison. Donc qu'est-ce qu'on voit avec la mer? C'est l'eau, le froid, la glace, traverser, île, se noyer, pêcher.
Donc, j'ai quelque chose qui est très, très différent de l'ecclésio. Donc, deux écrivains, deux langues, deux cultures, je peux dire, aussi deux natures différentes. Et quand on marche, quand on traverse l'eau l'hiver en Scandinavie, on peut marcher sur la glace et on risque de se noyer. Donc, il y avait beaucoup de personnes noyées dans les ouvrages aussi de Strindberg. Donc, c'est dangereux. Et il y a des îles. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très différent de l'un à l'autre. Et ce n'est pas seulement une question de langue. Et question de l'eau, merci. Donc, l'eau, on va voir, chez le clésio, l'eau, elle coule, elle est froide aussi, parfois goutte fraîche, lagon coulé, etc. Donc, je vais voir vraiment encore une autre chaîne, quelque sorte thématique. Alors, ce que je pourrais dire, si j'avais encore un, je crois, oui. Alors, la question de corpus de l'intertexte, qui est très important. Donc, il faut vraiment, je pense, quand on travaille dans les thèmes, il faut vraiment insérer les textes. Il faut connaître. Il ne suffit pas, ce qu'a dit Damon tout à l'heure, ce qu'avait dit Clémenceau. Donc, moi, je te dirais pareil. Il ne faut pas seulement être informaticien pour travailler les textes et travailler ces thèmes. Il faut être linguiste. Et aussi pour les textes littéraires, il faut aussi connaître la littérature et les contextes. Ce que je peux dire pour conclure, donc, c'est que je pense qu'il faut aller avec la textométrie, quand même, à prendre des distances et d'aller dans l'intertexte. Et ça, on l'a trouvé aussi avec l'évolution qu'on disait de la lexicométrie à la textométrie ou la logométrie, comme préfèrent certains, et que ce retour au texte et aussi la connaissance culturelle autour des œuvres est essentiel, à mon avis, pour pouvoir travailler, même en textométrie, avec des corpus littéraires. Et il faudrait aussi, je pense, prendre en compte des facteurs. Premièrement, le facteur le plus important ici, c'est malgré tout le genre littéraire, ou le genre tout court, genre de discours. Et ça, on le trouve dans tout le corpus. On va le trouver partout, que le genre est prépondérant par rapport à la personne. On le trouve presque partout. Et avec mes 4 auteurs, là, il n'y a pas de différence. Et combien aussi de connaître l'époque d'un corpus, souvent en littérature, ça peut être des corpus plus anciens. Et je pense aussi, ce que j'ai essayé de montrer, qu'il faut connaître un peu les conditions de vie ou le climat, tout simplement. Donc, on va voir qu'en Europe du Nord, on n'a pas les mêmes co-occurrences dans les textes qu'on a en Europe du Sud ou en Afrique. C'était pour vous montrer ça un petit peu. Et donc aussi, parfois, dans la traduction, je vais finir par une question. Quand on travaille sur des traductions de corpus qui sont traduits, il est vraiment difficile de trouver la bonne traduction en littérature. Et je pense que la textométrie peut nous aider énormément, mais on va trouver dans les chaînes, les formations sémantiques, si je peux le dire comme ça, des différences notables entre un livre dans sa langue originale et un livre traduit. Et on montre aussi jusqu'à quel point la traduction phrase par phrase n'est pas valable en littérature, parce que ça limite vraiment, vraiment la compréhension de l'œuvre. Donc, c'est ça, et j'aimerais bien travailler plus sur ça. J'ai commencé, mais je n'ai rien de fini, mais travailler plus sur deux corpus de deux langues différentes, mais au niveau gros corpus et pas phrastique. Voilà, je pense que les 5 minutes sont passées et je vous remercie beaucoup. Merci.